Notre protagoniste a couru droit vers un gobelin et a brandi son épée, ajoutant un enchantement de feu qui le frappa instantanément. Il passa devant le corps du gobelin déchu et lui posa des questions sur les autres. S'il l'informa qu'il y en avait 5 autres au fond de la forêt. Notre protagoniste s'est précipité vers eux, mais a soudainement glissé et est tombé d'une falaise. Heureusement, il a été sauvé par la bête invoquée, qui a insisté pour qu'il se repose, et il a accepté. Il leva ensuite son épée, invoquant Syl. Son métier était celui d'invocateur, un métier considéré comme le plus faible. Mais il était déterminé à devenir le meilleur aventurier avec l'aide des bêtes les plus puissantes. Dans la guilde des aventuriers d'Alm City, le chef de la branche, Nilakan, a frappé le protagoniste au front, le faisant saigner, et l'a traité de déchet pour avoir mis autant de temps. Il l'a prévenu que s'il était encore en retard, il aurait 2 fois plus de travail, et il est parti pendant que Roi, notre protagoniste, s'excusait. Dans ce monde, les gens ont des emplois déterminés par leurs caractéristiques individuelles. Par exemple, quelqu'un avec un corps fort et une grande vitesse serait un épéiste, tandis qu'une personne dotée d'un pouvoir magique supérieur serait un magicien. Ces emplois sont obtenus en absorbant une pierre magique précieuse appelée pierre d'emploi. Le travail que Roi a reçu était celui d'un invocateur, une personne qui conclut des contrats avec des créatures vivantes appelées bêtes invoquées ou avec des objets magiques appelés armes invoquées et se bat en prêtant son pouvoir. C'est Roi, japonais. Un invocateur novice doté de la capacité appelée feedback. Pour le moment, il n'a invoqué ni bête ni arme. Les bêtes et les armes invoquées n'existent que dans des cristaux appelés points d'invocation. En commençant à les rechercher, Roi découvrit que les points d'invocation essentiels à la conclusion des contrats possédaient plusieurs propriétés spéciales. Propriété numéro 1, leurs emplacements d'apparition sont aléatoires. Propriété numéro 2, ils sont impossibles à localiser par les méthodes connues. Propriété numéro 3, seuls les invocateurs peuvent les voir. Il y en a quelques autres, mais à cause de tout cela, la plupart des invocateurs n'ont aucun contrat. Pour ces raisons, et parce que leurs capacités ne diffèrent pas beaucoup de celles d'une personne normale, les invocateurs sont considérés comme le métier le plus faible de tous. Nal se tenait derrière Roi, qui essayait de ramasser un cube et l'a insulté pour ne pas pouvoir se démarquer en tant qu'aventurier, le traitant d'inutile. Il lui a marché sur le dos, se moquant de son métier et le mettant au défi d'utiliser une bête ou une arme invoquée contre lui, sachant très bien que Roi ne pouvait rien invoquer. Roi serra les dents de rage, le rire de Nal résonnant derrière lui. C'est alors qu'un souvenir du passé lui revint à l'esprit. C'était quand j'étais enfant. Son grand-père écarta ses cheveux pour voir son visage en larmes et lui demanda s'il avait encore été dérangé. Il s'écarta en secouant la tête, même si c'était le cas. Il s'accroupit, se serrant dans ses bras, tandis que son grand-père s'asseyait à côté de lui et lui disait que s'il lui disait encore quelque chose, il dut leur répondre que son grand-père, qui avait combattu des monstres nageant dans des mers de feu et survécu aux pluies de glace avec ses compagnons, avait dit que son petit-fils deviendrait un aventurier qui le surpasserait un jour. Alors il ne devrait plus pleurer, car son grand-père ferait de lui le meilleur. Pour cela, j'avais prévu de lui donner cette épée en bois. Roi le regarda surpris, ne comprenant pas le changement soudain. Il n'avait même pas dit qu'il accepterait. Son grand-père lui a donné l'épée, expliquant que tant qu'il serait en vie, il perdrait beaucoup de choses, mais que lui-même avait été sauvé par ses compagnons et que les souvenirs qu'il contenait étaient son plus grand trésor, qu'il ne perdrait jamais. Il était sûr que Roi trouverait aussi des gens comme ça un jour. Roi avait toujours admiré son grand-père, un grand aventurier. Revenant au présent, Nil se tourna finalement pour partir, lui disant qu'il devrait lui être reconnaissant. Puisque je l'entraînais. Mais avant de partir, il l'a encore frappé à la tête avec la même épée en bois que son grand-père lui avait offerte. Paranal était une poubelle et il lui a dit de la jeter. Mais comment pourrais-je le faire? Cette épée contenait les souvenirs de son entraînement avec son grand-père. Il a refusé. C'était trop. Nal se moqua, disant qu'il n'accepterait son refus que s'il pouvait conclure un contrat avec une ou 2 bêtes invoquées, même s'il était sûr de ne pas pouvoir le faire. En attendant, il pourrait nettoyer les égouts ou quelque chose du genre. Roger via la rage. Mais il n'avait d'autre choix que d'obéir. Pendant qu'il nettoyait, il pensa qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Après cela, je chercherai à nouveau. Je chercherai jusqu'au bout. Il fallait que je trouve un point d'invocation. À ce moment-là, une lumière vive se précipita vers lui accompagnée d'une voix. Cela ne pouvait pas être le cas. Il courut aussi vite qu'il put en suivant la lumière, et lorsqu'il atteignit la fin, il se retrouva devant un énorme cristal. C'était un point de convocation. Propriété numéro 4, même si on en trouve une, la personne doit passer des tests de difficulté variables selon le point.
Si vous le touchez et prononcez les mots du contrat, le test commencera. Roi cria l'incantation et une lumière intense l'entoura. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit rempli d'armes fichées dans le sol. Une certaine lumière tomba sur une épée dont la voix lui disait de la dégainer. Roi s'approcha de l'épée, qui semblait être une arme invoquée. Pensant que le test semblait étonnamment facile, c'est vrai, plus il allait loin, plus son corps devenait lourd et plus sa conscience devenait trouble. Et pire encore, les autres armes ont commencé à flotter et à se précipiter vers lui dès qu'il a réussi à éviter une hache bien qu'il ait reçu une coupure sur la joue. C'était le test du point d'invocation. Il courut, esquivant les armes qui l'attaquaient, jusqu'à ce qu'il tombe au sol, le sang coulant de ses blessures. Il était sur le point d'abandonner, incapable de bouger son corps, lorsque des souvenirs du passé lui traversèrent l'esprit. Il s'était habitué à se moquer et à perdre des choses importantes, mais s'il pouvait changer. Si son tournant était arrivé, il devait s'y accrocher de toutes ses forces. Il se releva, les armes toujours enfoncées dans sa peau. Après tout, il avait juré à son grand-père qu'il deviendrait le plus grand aventurier. Finalement, il attrapa l'épée et la retira du sol. Après avoir réussi le test, l'épée le reconnut comme son maître. Son nom était l'épée du guide. Roi la regarda avec incrédulité. Il y était parvenu. Il y était vraiment parvenu. Il avait conclu un contrat avec l'épée. À ce moment, une lumière aveuglante l'entoura et lorsqu'il se réveilla, il était revenu à la réalité. Il se leva et regarda autour de lui. Mais l'épée était introuvable. Attendez, je pourrais vérifier son statut. Lorsqu'il l'ouvrit, l'épée du guide apparut dans sa liste d'armes invoquées. Il y avait une description. Apparemment, il pouvait montrer la voie à tout. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il décida de l'invoquer. L'épée apparut dans sa main. Incroyable. Il le secoua plusieurs fois avant de sourire. L'épée commenta qu'il semblait heureux, surprenant roi. Je ne pouvais pas croire qu'il parlait. L'épée était incrédule. Peut-être qu'il ne l'avait pas entendu parler pendant le test. Quoi qu'il en soit, il était curieux de connaître le nom de son nouveau professeur, ce à quoi Roi répondit avec ravissement. Bref, le pouvoir de l'épée du guide était de trouver n'importe quoi. Tout à l'heure, il avait répondu au fort désir de Roi de trouver un point d'invocation et l'avait guidé vers celui-ci. Roi comprit finalement ce qui s'était passé et demanda s'il pouvait également détecter les points d'invocation à proximité. Bien sûr, répondit l'épée, commençant à briller alors qu'elle l'informait qu'il y en avait 10 dans la forêt voisine. Eh bien, les actions sont plus éloquentes que les mots, donc je vous guiderai directement. Bien que, oui, il devait d'abord guérir et changer de vêtements. Après avoir prêté attention à lui, Roi se dirigea vers la forêt voisine, la forêt dévoreuse de bêtes. Comme son nom l'indique, les monstres abondaient et Roi était déjà complètement épuisé avant même d'en rencontrer un. L'épée du guide lui assura de ne pas s'inquiéter, car elle avait la capacité de rétroaction. C'est vrai, mais Roi avait besoin d'un contrat avec une bête invoquée pour l'utiliser et il n'en avait pas encore, donc il ne pouvait pas en profiter. Pour clarifier, la capacité de rétroaction reflète constamment les capacités et les compétences d'une bête invoquée sur son invocateur. Malheureusement, les capacités d'une arme invoquée, comme l'épée du guide, ne peuvent pas être transférées. En entendant cela, l'épée comprit finalement pourquoi Roi cherchait des points d'invocation, alors Roi lui demanda s'il y en avait un à proximité. L'épée brillait, traçant un chemin de lumière à travers le sol et l'informant que la plus proche se trouvait juste là, il devrait donc la vérifier. Roi suivit le chemin lumineux jusqu'à atteindre un très petit cristal. C'était ça? C'était 10 fois plus petit que ce que j'imaginais. C'est ce qu'elle a dit. Quoi qu'il en soit, l'épée du guide lui expliqua que la taille du point d'invocation dépend du rang de lettres avec lequel le contrat est établi. Plus le cristal est puissant, plus il est gros. De plus, la durée d'un point d'invocation après son apparition est proportionnelle à sa taille. Roi tapota rapidement le cristal avec son doigt, se plaignant que l'épée aurait pu lui dire cela auparavant, et prononça l'incantation. Une lumière vive l'entoura et lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva dans une forêt. Le fait que la salle de test soit une forêt signifiait qu'il s'agissait d'une bête invoquée ayant une affinité avec les arbres. Il y eut un bruissement dans un buisson voisin et Roi leva immédiatement son épée. Mais lorsqu'une petite souris arboricole sortit, Roi baissa son épée, oubliant complètement d'attaquer, et la caressa, la trouvant adorable. Il fut enveloppé par une autre lumière et retourna instantanément dans la forêt dévoreuse de bêtes. En l'entendant s'interroger sur le test, le guide d'épée soupira et le félicita d'avoir conclu son premier contrat avec une bête invoquée. Oh, bien sûr, la souris arboricole.
Roi vérifia son statut et soupira de soulagement lorsqu'il vit que la souris apparaissait dans sa liste de bêtes invoquées. Je l'avais atteint. Mais quel avait été exactement le test? L'épée du guide n'était pas sûre, car le contenu de chaque test est décidé par le maître du point d'invocation. Bref, tant que l'autre partie le reconnaît, c'est tout ce qui compte. De plus, il existe un certain type d'aura ou de présence que les créatures privilégient et Roi y est complètement enveloppé. Ainsi, pour un être de niveau souris-arbre, l'aura divine qui l'entourait était suffisante pour accepter le contrat. Roi, curieux, demanda si cela s'appliquait aussi à l'épée du guide, et s'il se sentait aussi bien lorsqu'il était avec lui. L'épée refusa de répondre et lui dit simplement de se dépêcher et de trouver les 9 points d'invocation restants. Roi, étant un niais qu'il était, fut distrait par cela et continua à chercher les points restants sous la direction de l'épée. Il a fini par conclure des contrats avec toutes sortes de bêtes, le laissant plus que satisfait. Pendant ce temps, le guide de l'épée n'arrêtait pas de se plaindre des monstres de type insecte, faisant rire Roi. C'était une épée. Mais il semblait avoir peur de ce genre de créatures. Était-ce pour cela qu'il y avait tant de bêtes avec des attributs de vent, d'arbres et de terre? Normalement, les bêtes et les armes invoquées vivent dans le royaume divin. Mais ils apparaissent également dans des endroits aux environnements similaires. Ah, n'est-ce pas? Ne devriez-vous pas vérifier votre statut? Claire. Roi a dévoilé son statut, et mon garçon, était-ce énorme. Ces bêtes invoquées consistaient en un hibou des vents qui augmentait son pouvoir magique, 2 fourmis terrestres qui augmentaient sa force, un scarabée terrestre qui augmentait sa durabilité. 3 souris qui augmentaient son agilité et un arbre de 100 pieds qui augmentait également sa force. Eh bien, maintenant l'épée du guide le guiderait jusqu'au dernier point d'invocation dans la forêt dévoreuse de bêtes. L'adversaire était bien plus fort que les précédents, c'est pourquoi il l'avait laissé pour la fin. Roi a compris et a promis de faire attention, même si pour une raison quelconque, il était très excité. L'épée finit par rire de ses paroles. Pour la première fois, il avait l'air d'un véritable aventurier. Roi sourit, ajusta sa cape et suivit le chemin de la lumière de l'épée jusqu'à ce qu'il atteigne un point d'invocation assez large. Il était environ 10 fois plus grand que le précédent. Il toucha le cristal, récita l'incantation et fut de nouveau transporté vers un autre endroit. Cette fois, une grotte. Roi dégaina l'épée du guide, se préparant à attaquer, quand soudain une taupe sortit de sous ses pieds, le projetant dans les airs. Avait-il vraiment sauté si haut? Il atterrit surpris par sa propre force. L'épée expliqua que c'était l'effet d'un retour d'information. Je devais juste apprendre à le contrôler. À ce moment-là, la taupe sortit à nouveau du sol, attaquant avec ses griffes. Roi bloqua avec son épée et roula sur le côté. C'était mauvais. Il faisait sombre, la visibilité était terrible et l'ennemi avait aussi des griffes coriaces et une force monstrueuse. Mais cela n'avait pas d'importance, il avait juste besoin de l'épée du guide pour localiser sa position. Tant qu'il savait où il se trouvait, il pouvait gagner. L'épée marquait son chemin d'un chemin de lumière, et grâce à cela, Roi pouvait suivre ses mouvements. Il invoqua l'arbre de 100 pieds et l'enroula autour des poignets de la taupe. Une fois immobilisé, il a dégainé son épée et s'est lacéré le ventre. Avoir des compagnons était vraiment réconfortant. Le sang jaillit de la blessure et la taupe tomba à la renverse. Roi pointa son épée sur lui et lui demanda s'il allait encore causer des ennuis, mais la taupe secoua la tête. Enfin, le test était terminé. Il y était parvenu grâce à l'épée du guide. Il a été sauvé par quelqu'un qui l'a traité de camarade. Il était sûr qu'il rencontrerait à nouveau quelqu'un comme ça, peut-être une femme assise sur la montagne observant un volcan en éruption ou un elfe prisonnier. Qui qu'il soit, la grande aventure de Roi ne faisait que commencer. Invocateur, l'acte d'invoquer des armes et des bêtes louées est appelé invocation. Les stocker dans un espace spécial appelé feedback et refléter leurs capacités et pouvoirs sur soi-même s'appelle feedback. C'est la profession qui utilise ses compétences pour se battre. Le dragon creuseur, un nom fantaisiste pour quelqu'un qui était essentiellement une taupe, avec qui Roi avait déjà passé un contrat. Il avait plus de capacités que les autres, augmentant non seulement sa force, mais aussi sa durabilité, et il possédait également une compétence appelée excavation. Il est difficile de conclure des contrats avec des bêtes invoquées de haut rang, mais les récompenses sont bien plus importantes. S'ils étaient notés de 1 à 5, la souris arboricole serait au niveau le plus bas tandis que la taupe serait au milieu. Roi a demandé à l'épée du guide à quel niveau elle serait et évidemment l'épée a répondu qu'elle serait au sommet. Roi pensait la même chose. Attendez, cela signifie-t-il qu'il peut également utiliser la capacité de creuser du dragon creuseur? Confirma l'épée, l'encourageant à l'essayer.
Roi a activé la compétence de creuser et des griffes sont apparues sur ses mains. Il imita les mouvements que la taupe avait fait dans la grotte et commença à creuser le sol. Incroyable. Cela pourrait être utilisé à la fois pour esquiver les attaques et pour extraire des minéraux. Il l'avait déjà suffisamment essayé, j'ai donc dû les rendre à mon retour. Ah oui, que se passe-t-il quand ils reviennent? The Guild Sword a expliqué que l'espace de retour est une dimension distincte exclusive aux créatures et aux armes invoquées. Il n'y a pas de passage du temps et c'est un endroit extrêmement confortable dans ce cas. Roi se sentit soulagé, il caressa la joue de l'arbre de 100 pieds et la rendit, l'épée devait aussi être fatiguée. Alors il pensa à la ramener au repos. Mais l'épée du guide l'arrêta. Roi demanda ce qui n'allait pas, et l'épée marmonna qu'il valait peut-être mieux qu'il ne la rende pas. Roi était un peu inquiet. Était avec lui depuis le contrat. Y avait-il une raison? L'épée devint nerveuse, disant que c'était peut-être parce qu'il se sentirait seul, ou pas. Puis il balbutia que quelque chose pouvait arriver et qu'il valait mieux laisser tomber ça. Ketsunder. Roi a juste souri et a décidé de la laisser rester. Après tout, c'était plus amusant de la voir avec lui. Soudain, le sol commença à trembler. Roi regarda autour de lui alors qu'il sentait une présence approcher. À la guilde des aventuriers d'Alm City, 2 hommes rapportaient avoir vu un groupe d'orques près de la ville. Ils étaient plus d'une dizaine et ils avaient également pris leurs bagages. Les minéraux précieux qu'ils venaient d'acheter s'y trouvaient. Nal ajusta ses lunettes, confus, car les orques ne vivaient généralement qu'au fond de la forêt. L'un d'eux expliqua qu'il semblait y avoir un grand ORC bleu qui les conduisait. Cela signifiait qu'il était un ORC d'élite. Ceux-ci avaient une certaine intelligence, donc ils dirigeaient probablement les autres orques stupides dans une attaque. S'ils parvenaient à récupérer les minéraux, Nal leur donnerait une récompense pour la mission. Les 2 hommes se regardèrent avec inquiétude et se demandèrent combien de temps il faudrait pour trouver un aventurier disposé à l'accepter. Nal y réfléchit. Puisqu'il y avait un ORC d'élite, c'était une mission de rancée, donc ce serait difficile. Et ils étaient nombreux, donc s'ils trouvaient quelqu'un aujourd'hui, ce serait une chance. Il sourit moqueusement en imaginant à quel point ce serait amusant de diriger Roi. Rien que de penser à le voir revenir en morceaux le faisait rire. Cet invocateur devrait bientôt revenir. Pendant ce temps, Roi a réussi à éviter d'être détecté en se cachant derrière un arbre et en surveillant le groupe d'orques. Il y en avait 11 au total, dont l'ORC d'élite. Rancé, calcula-t-il. L'épée du guide lui demanda ce que cela signifiait. Roi a expliqué quel était le rang, tout comme les bêtes invoquées, les aventuriers et les quêtes étaient également classés par difficulté, de S à F. En 7 niveaux. Lui, pour l'instant, était au rang le plus bas, F. De toute façon, il semblait que les orques avaient les bagages de quelqu'un, ce qui signifiait qu'ils avaient attaqué quelqu'un. Roi ne pouvait pas rester les bras croisés si c'était quelque chose d'important, alors il a décidé de le récupérer. L'épée du guide lui a demandé s'il prévoyait de sauter en avant, mais Roi a nié. Au lieu de cela, il préparait un piège en utilisant la compétence creusée. Après avoir creusé un moment, il en ressortit couvert de terre, puis à l'aide de l'épée du guide il se lança contre le groupe et en coupa un. Il attira les 10 restants vers lui, les conduisant directement au piège qu'il avait mis fin et ils tombèrent tous dans le trou. Il sourit triomphalement, pensant qu'il avait fini. Mais non. L'ORC d'élite attrapa les orques restants et les jeta vers Roi l'un après l'autre. Je ne pouvais pas y croire. Comment était-ce possible? Il n'avait d'autre choix que de saisir l'épée et de contre-attaquer, en abattant 3 d'entre eux et en ne laissant que l'élite. Il bloqua sa masse gigantesque, enfonçant ses pieds dans le sol sous le poids du coup. Quand diable s'est-il mis derrière toi? Les dents serrées, Roi invoqua le hibou des vents qui s'envola et picota l'ORC d'élite. Il donna ensuite l'ordre aux souris arboricoles et aux fourmis terrestres de libérer la bûche géante, frappant l'ORC au visage. Finalement, il l'acheva avec l'épée du guide. Et voilà, finalement, c'était fini. Il retourna à la guilde des aventuriers, où Nan l'accueillit avec un sourire moqueur. Je ne l'avais pas vu depuis la veille. Et quelle était cette peinte? Est-ce qu'il essayait de ressembler à un véritable aventurier maintenant? S'il avait le temps de jouer, il ferait mieux de se remettre au travail. Nal rigola alors qu'il lui préparait une nouvelle tâche. Mais, à sa grande surprise, Roi a refusé, affirmant qu'il n'effectuerait plus de travaux subalternes. Il avait déjà terminé son contrat d'invocation. L'épée sur son dos était son arme invoquée et il avait également d'autres bêtes sous contrat. Nal se figea, ne comprenant pas ce que cela avait à voir avec quoi que ce soit. Eh bien, lui rappela Roi. Lui-même lui avait dit auparavant qu'il était apprenti parce qu'il n'avait pas encore de contrat, mais maintenant il en avait. Il n'était donc plus apprenti.
Il s'est ensuite approché du comptoir, a déposé un sac sur le comptoir et a demandé à être attaché. C'était la preuve qu'il avait vaincu les orques. Nal le regarda confus. Mais avant de pouvoir réagir, Roi sortit un autre sac. C'étaient les bagages que les orques avaient volés. Les deux hommes assis se levèrent, surpris. Nal, de son côté, courut vérifier le contenu. Vous n'arriviez pas à y croire? Un invocateur avait tué des orques? Il fut encore plus contrarié lorsque le réceptionniste de la guilde confirma l'authenticité des preuves. Nal ne pouvait pas l'accepter, le groupe d'orques avait été dirigé par un ORC d'élite, même les autres aventuriers riaient. Incrédule, il n'y avait aucun moyen pour Roi de les tuer. Ce devait être une erreur. Nal était d'accord avec eux, convaincu qu'un autre aventurier avait dû les vaincre. Selon les règles de la guilde, la demande serait invalide si Roi n'était pas celui qui la satisfaisait. Il devait maintenant s'excuser sincèrement de l'avoir rabaissé. Roi serra les dents. Qui se moquait de qui maintenant? En fin de compte, peu importe ce qu'il faisait, juste parce qu'il était un invocateur, il le traitait comme un déchet. Il frappa le comptoir avec colère, insistant sur le fait qu'il avait lui-même tué les orques en tant qu'invocateur. Nal savait qu'aucun aventurier de la guilde n'aurait coopéré avec Roi. Il était donc impossible que quelqu'un d'autre l'ait fait. Il le savait mieux que quiconque. Nal a également frappé le comptoir, criant qu'il n'y avait aucune chance que Roi revienne vivant juste pour un contrat avec une épée rare. Roi fronça les sourcils, répondant que l'épée du guide n'était pas n'importe quelle épée. Voyant qu'il ne céderait pas, Nal voulut prouver son point de vue. Il leva le poing, convaincu que Roi prouvait que son pouvoir n'était pas que de la foutaise. Mais, inverse. Roi esquiva son coup et le renvoya, faisant tomber Nal sur les fesses. Ensuite, Roi le regarda avec détermination et les convoqua tous. Le groupe est apparu avec une telle présence qu'il a laissé Nal bouche bée. Roi prit la poignée de l'épée du guide. Elle en avait fini avec lui, mais Nal devait absolument s'excuser pour avoir insulté l'épée. Nal détourna le regard, effrayé, rétractant ses insultes. Mais cela n'a pas suffi. Roi voulait qu'il s'excuse auprès de l'épée du guide. Nal grogna de frustration. Il était clair qu'il ne voulait pas le faire. Mais je n'avais pas le choix. Il s'est mis en colère et s'est excusé. Roi a demandé à l'épée du guide ce qu'elle ferait, et elle a décidé de l'épargner cette fois. Nal serra les poings. Tremblant de rage, lui rappelait-il, il était furieux, mais quand il réalisa que tous les aventuriers de la guilde les regardaient et se moquaient de lui, il ressentit un mélange d'humiliation et de fureur. Et a fini par s'enfermer dans sa chambre. Les deux hommes se précipitèrent vers Roi pour le remercier, tandis que les autres assistaient à leur convocation avec étonnement. Roi sourit, il était juste heureux de les voir heureux. Ce soir-là, il alla boire, se sentant reposé. Il avait enfin affronté Nal, et c'était la première fois qu'il recevait une récompense pour avoir accompli une mission. Quant à ce qu'il ferait avec l'argent, il prévoyait de l'utiliser pour couvrir ses dépenses, son logement et, il devrait obtenir une bonne brosse pour ses bêtes invoquées. Peut-être aussi acheter des fleurs pour la tombe de votre grand-père. L'épée du guide lui demanda qui il était et Roi expliqua que son grand-père était sa seule famille. Je lui en dirai plus un jour. Mais plus important encore, son corps lui paraissait désormais très lourd. Ce n'était pas surprenant, après avoir convoqué tant de fois. J'étais épuisé. Il décida donc de retourner à l'auberge une fois là-bas, il utilisa la nouvelle brosse avec tous ses compagnons l'épée du guide. Qu'il observait du coin, insista pour qu'il s'endorme maintenant, mais Roi refusa, voulant les brosser un peu plus. Au fait, tu devrais aussi la brosser. L'épée du guide refusa immédiatement. Faisant rire Roi. Bien sûr, les épées n'ont pas besoin d'être brossées. Quand Roi entendit l'épée gémir trembler, il lui demanda ce qui n'allait pas, mais elle ne répondit rien. Alors Roi s'est allongé et s'est endormi. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé trempé de sueur et a retiré la couverture. Mais ce faisant, il sentit quelque chose à côté de lui. Il s'assit et regarda, trouvant une fille profondément endormie. Qui diable était-il? La jeune fille se réveilla en bâillant et lui demanda ce qui se passait. Attends, cette voix, ne pourrait-elle pas être l'épée du guide? Et pourquoi diable était-elle nue? Il lui a mis une chemise de son placard pour la couvrir pour le moment et lui a demandé si c'était vraiment elle et pourquoi elle était sous forme humaine. La jeune fille s'est plainte, disant que c'était trop fort si tôt. De plus, il était impossible qu'il ait une forme humaine. Il toucha son visage pour vérifier et poussa un cri lorsqu'il réalisa que c'était le cas. Une lumière vive l'enveloppa et elle reprit sa forme d'épée, agissant comme si de rien n'était. Roi s'accroupit, croyant enfin qu'il s'agissait bien de l'épée du guide. Mais elle avait toujours été sous forme d'épée. Pourquoi s'est-elle soudainement transformée en humaine? Eh bien,
c'était parce qu'il continuait à caresser les autres bêtes invoquées, et ce n'était pas juste. Non, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait aussi profiter de son aura divine, alors il l'a simplement fait tout seul. Roi lui a dit qu'il aurait pu le demander. Mais elle a catégoriquement refusé, pas question. Cela ruinerait sa dignité, et celle de Merguz aussi. Roi lui a demandé qui c'était, et elle a expliqué que Merguz était son créateur, le dieu forgeron qui a forgé les reliques divines connues sous le nom d'armes invoquées. Les armes spéciales que Roi et les autres portaient, et les reliques de haute qualité pouvaient prendre une forme similaire à celle du dieu qui leur a donné leur pouvoir. Cela signifiait qu'elle était vraiment une épée extraordinaire. Roi caressa l'épée du guide, s'excusant de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Cela a dû l'inquiéter beaucoup. L'épée reprit sa forme humaine avec des joues légèrement rougissantes. De cette façon, je pouvais voir et ressentir le monde des rois beaucoup plus clairement. Donc, si ça lui convenait, il voulait rester ainsi. Roi lui caressa la tête avec un sourire et accepta sans hésitation. Elle pouvait être comme elle se sentait le plus à l'aise. Bien qu'appeler l'épée du guide de cette façon semblait un peu étrange. Et si je lui donnais un autre nom? Elle se leva, excitée à l'idée que Roi soit celui qui la nommerait. Roi commença à réfléchir à des noms possibles. Quel nom lui donner? C'était l'épée du guide. Et si je l'appelais Syl? C'était facile à dire et ça sonnait bien. Qu'en a-t-elle pensé? Syl répéta le nom et sourit, l'acceptant joyeusement. Roi était content. D'abord, il devrait aller lui acheter des vêtements. Ils se rendirent dans un magasin où ils vendaient toutes sortes de vêtements. Syl toucha une chemise, s'émerveillant de la texture. Ils étaient tissés avec du fil magique, afin qu'ils puissent être invoqués ou stockés avec un contrôle magique, parfait pour quelqu'un qui pouvait se transformer comme elle. Elle a suivi le vendeur pour l'essayer, et voilà était belle et lui allait parfaitement. Roi, qui attendait à l'extérieur de la cabine d'essayage, s'éclaircit la gorge et la félicita, faisant rire Syl. Il a noté qu'elle semblait très heureuse. Eh bien, c'était tout nouveau pour elle, ressentir le monde à travers ses yeux, ses oreilles, sa peau et marcher à ses côtés. Dans ce cas, Roi leur a suggéré de manger quelque chose après la promenade. Ils traversèrent le marché jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un stand de hamburgers qui attira leur attention. Roi en a acheté 2 et en a donné un à Syl, lui montrant comment le manger. Elle emboîta le pas et prit une bouchée, ses yeux brillant de combien c'était délicieux. Ça c'était quoi? Sa langue et son cerveau vibraient. Roi rit, soulagé d'avoir aimé ça et ne put s'empêcher de sourire en la voyant manger si joyeusement. Pourtant, après ce qui s'était passé hier, il préférait ne pas devenir une cible de la guilde, surtout maintenant que Syl était avec lui. Eh bien, il avait déjà décidé qu'il quitterait cet endroit et se dirigerait vers la ville suivante. Elle le regarda, confuse par cette décision soudaine. Ils retournèrent à l'auberge, préparèrent leurs affaires, enfin, surtout celles de Roi, et partirent. Il avait toujours voulu voyager dans différents endroits et voir toutes sortes de choses, et maintenant qu'il avait scellé ses bêtes invoquées, il avait l'impression qu'il pouvait enfin le faire. Leur aventure a donc commencé maintenant. Ils passèrent la porte de la ville et Syl lui demanda s'il avait une destination en tête. Il n'y en avait pas de spécifique, mais l'idéal serait d'aller dans un endroit avec une guilde. Pour l'instant, il devait pointer vers la ville de Greffe, elle était parmi les montagnes mais elle prospérait comme point de passage vers la ville d'Aelen. À propos, il voulait rechercher des points d'invocation en cours de route, auxquels il pouvait accéder immédiatement en le guidant vers eux. Ils en trouvèrent 2, l'une représentant une tortue géante et l'autre un champignon colossal. Il vérifia son statut et réalisa que sa liste de bêtes invoquées était déjà longue. Eh bien, combien d'autres? Mieux. La tortue aquatique mesurait environ 3 mètres, possédait une défense exceptionnelle et pouvait servir de bouclier en cas d'urgence. Pendant ce temps, le champignon de l'arbre possédait une capacité appelée manipulation des lianes. À ce moment-là, ils entendirent des cris dans le ciel et virent des chauves-souris voler vers eux. Ces créatures descendaient de leur nid vers les villes lorsque la nourriture était rare et la guilde les payait bien, donc c'était une bonne opportunité. Roi a activé la compétence de manipulation de la vigne, même s'il ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Il lui a conseillé de suivre son instinct. Très vague, mais Roi a essayé. Et, waouh, la vigne enroulée autour de son poignet s'est soudainement étendue et a attrapé une chauve-souris. Oh! Alors peut-être que je pourrais faire ça aussi. Revenez. Il a tiré la vigne et la chauve-souris s'est écrasée au sol, je suppose que ça marche pour essayer des choses, il a regardé le ciel en entendant les cris les plus forts, plus de chauves-souris ont attaqué, Roi a appelé Syl, qui s'est transformé en épée. Il sauta en le brandissant et tua les chauves-souris d'un seul coup. Facile. Finalement,
Ils arrivèrent à la ville de Grefg et se rendirent directement à la guilde pour recevoir leur récompense pour les chauves-souris des vents. Roy a accepté l'argent avec gratitude. De plus, concernant sa carte de guilde, la réceptionniste la félicitait, il avait été promu au rang E. Roy n'arrivait pas à y croire. Lui, sérieusement? Confirma le réceptionniste, précisant que, y compris la mission des orques, il n'y avait pas d'erreur. Il lui a ensuite remis sa carte mise à jour. Ils étaient tous les deux heureux et sortaient boire pour célébrer un rang plus élevé, ce qui signifiait qu'obtenir des informations et accepter des quêtes serait beaucoup plus facile si vous vouliez être le meilleur aventurier. Elle devait se concentrer pour continuer à gravir les échelons, si elle le sentait, en prenant une bouchée de sa nourriture, c'était incroyable, la saveur et l'arôme étaient intenses, elle sentait une puissance la parcourir. Eh bien, il l'avait bien mérité, alors il pouvait en profiter. S'il mangeait joyeusement, mais sur un ton plus sérieux, il voulait savoir pourquoi Roy était devenu un aventurier. Était-ce à cause de ce vieil homme dont il avait parlé plus tôt? C'est vrai, il avait dit qu'il lui dirait. Même si ce n'était pas une histoire heureuse. Pourtant, s'il a insisté, car il voulait mieux le connaître. Alors Roy a décidé de lui dire par où commencer. En effet, la principale raison pour laquelle il est devenu aventurier était le dernier souhait de son père adoptif. Si a demandé ce qu'il entendait par père adoptif, et Roy a expliqué que ses parents biologiques avaient été tués par des bandits lorsqu'il était enfant. La ville qu'il appelait autrefois sa maison a été rasée lors d'un raid et les villageois ont été impitoyablement massacrés. Ils l'ont caché dans une cave sous le sol. Et d'une manière ou d'une autre, il a survécu. Mais les cris de ses parents et les rires tordus des bandits résonnaient encore à ses oreilles. Même lorsque le silence est revenu, il lui a fallu des jours pour trouver le courage de sortir de cette cachette. Il a survécu. Mais à partir de ce jour, il lui fut difficile de faire confiance aux autres. Finalement, il a fini par errer dans les bidonvilles d'une ville voisine. Peu de temps après, il apprit que les bandits qui avaient attaqué son village avaient été éliminés par l'ordre des chevaliers. Cela lui a apporté un certain soulagement. Mais ses parents et son peuple ne reviendraient jamais. Il vivait seul, non pas pour vivre, mais simplement pour ne pas mourir, jusqu'au jour où un vieil homme le trouva. Il avait été aventureux. Mais il se retira après avoir perdu un bras. Peut-être parce qu'il avait le temps, ou parce qu'il avait vu dans la Roya un enfant perdu qui avait besoin d'aide, il l'a recueilli, lui a donné son bain et lui a donné des vêtements, même s'ils étaient trop grands. Ce vieil homme a construit une cabane, planté un jardin et l'a emmené chasser. Cela a donné à quelqu'un qui n'avait personne un endroit où appartenir et des expériences qui l'ont fait grandir. Cette vie a duré près de 10 ans, jusqu'au jour où le vieil homme s'est effondré. Ses derniers mots furent « Devenez un aventurier ». À partir de ce moment, Roy ne vécut qu'avec un seul but, devenir un aventurier comme l'homme qu'il admirait le plus. Même si, en y regardant maintenant, il essayait peut-être simplement de combler le vide de la solitude. Ce que Roy désirait vraiment, c'était avoir quelqu'un pour marcher à ses côtés et des compagnons pour rester avec lui. Remarquant l'expression de Syl, Roy s'excusa, car l'atmosphère était devenue un peu lourde. Il devrait changer de sujet. Cependant, Shiloh l'interrompit, disant qu'elle ressentait la même chose aussi. Il était la seule relique divine capable de parler et passait ses journées à converser avec Merguz, à rire et à discuter sans arrêt. Mais au fil du temps, peut-être parce que Merguz voulait créer quelque chose de nouveau, il a commencé à le laisser dans le débarras, s'enfermant de plus en plus dans son atelier. S'il se sentait seul. Elle y passait tellement de temps, à réfléchir, à souhaiter pouvoir rencontrer quelqu'un qui la verrait, qui lui parlerait, qui partagerait ses journées. Et puis, il a rencontré Roy, lui a tendu la main et lui a caressé la tête, lui promettant qu'il ne le laisserait plus jamais seul. Ils seraient toujours ensemble. Roy sourit et hocha la tête, le remerciant. Il était heureux que Syl soit le premier partenaire avec lequel il avait conclu un contrat. S'ils ressentaient la même chose, ils décidèrent donc de continuer à manger. Pendant ce temps, dans la guilde des aventuriers d'Alm City, tout était dans le chaos. Il y avait des tonnes d'aventuriers qui se plaignaient et les réceptionnistes couraient partout. Nal, dans son bureau, examinait des documents en fronçant les sourcils. C'était absolument inacceptable. Seul un incompétent pourrait accomplir des tâches aussi simples de manière aussi désastreuse. On frappa à sa porte, ce qui lui fit lever la tête avec agacement. Et maintenant? Un autre problème? N'ont-ils pas vu que j'étais déjà assez stressé? À sa grande surprise, celui qui entra était un aventurier nommé Jude. Nal se leva avec un sourire, heureux de le revoir, et lui demanda s'il avait réussi. Jude ressentait, même s'il n'arrivait toujours pas à croire que Nal était allé faire du shopping au marché noir. Si les supérieurs le découvraient, il en aurait fini. Nal rit. Tant que Jude serait impliqué, il n'y aurait aucun problème. Puis il a pris l'objet qu'il avait demandé, le bon pour l'objet en question. Apparemment,
cela servait également de signal aux commerçants qui effectueraient la livraison. Nal a ordonné à Jude de le garder, car il ne pouvait pas risquer que quelqu'un soit témoin d'une transaction avec un revendeur du marché noir. Une fois l'article arrivé en toute sécurité entre vos mains, vous recevrez votre paiement. Nal paierait n'importe quel prix pour cette pièce. Ainsi, sa collection continuera de s'agrandir. Jude, remarquant le désordre autour de la place, a demandé si quelque chose s'était passé pendant son absence. Nal lui a raconté tout ce qui s'était passé. Jude rit, amusé. L'invocateur que Nal avait pris la peine de s'en prendre à lui. Eh bien. Nal l'avait toujours bien traité. Si la récompense s'améliorait un peu, il laisserait Roi à moitié mort. Qu'en as-tu pensé? Nal sourit immédiatement, acceptant l'offre. Jude avait perdu son rang pour avoir violé les règles de la guilde en attaquant un autre aventurier, mais dans cette ville, sa force était toujours inégalée. C'était Jude du sombre fait. Et maintenant, Roi serait pourchassé par la force mercenaire de Jude, la montagne de fer de Variti. Comme c'est pathétique. Nal serait chargé de détruire ce corps battu de ses propres mains. Je ne pouvais pas attendre. Pendant ce temps, Roi, ignorant cela, regardait calmement le tableau des demandes de quête de la guilde. Soudain, elle l'a appelé, portant une pile de demandes. Il voulait tous les accepter, mais Roi lui a dit de les rendre. Elle a protesté, mais il est resté ferme et lui a demandé de le faire. Silas les quitta encore à un en faisant la moue. Ensuite, Roi prit l'un des papiers dans sa main, accepta cette mission et le remercia de l'avoir trouvé. En un instant, la moue disparut, remplacée par son sourire joyeux habituel. Roi a transmis la demande à la réceptionniste pour la confirmer et une fois approuvée. Ils sont partis. C'était la première fois qu'ils acceptaient officiellement une mission, ils devaient donc faire de leur mieux. La demande était de grande envergure et consistait à exterminer un groupe de crabes bleus apparus près d'une cascade. Puisqu'ils se déplaçaient en groupe, ils auraient besoin de renforcer leur pouvoir, et cela ne signifiait qu'une chose, rechercher un point d'invocation. Ils pourraient laisser cette tâche entre les mains de Syl. Une fois cela réglé, ils revoyèrent les détails de la mission. Selon le rapport, les crabes bleus attaquaient les passants, affectant la distribution des fils magiques et de leur teinture. Mais c'était étrange. Les crabes bleus vivaient autrefois plus haut dans la rivière. À ce moment-là, ils ont remarqué un garçon évanoui sur la route. Roi a couru vers lui, lui demandant ce qui s'était passé et s'il allait bien. Le garçon grogna. « Je souffre clairement de la faim. » Les deux se regardèrent surpris. S'il a même suggéré de le laisser là, mais Roi l'a arrêté, il ne pouvait pas être aussi cruel. De plus, c'était déjà l'heure du déjeuner, donc ils pouvaient tous manger ensemble. Il appela ses bêtes et demanda à Syl de chercher des fruits et des plantes sauvages, car ses provisions étaient rares. Il a dit aux autres de suivre la lumière et de les ramener. Le garçon regarda la scène stupéfait avant de refermer les yeux. Quel rêve étrange cela a dû être. Les bêtes invoquées revinrent guidées par Syl, apportant toutes sortes de fruits et de plantes. Roi les remercia et commença immédiatement à cuisiner. Au bout d'un moment, le garçon s'est réveillé grâce à l'arôme délicieux. Ils le regardèrent et lui offrirent un bol de soupe, qu'il accepta avec gratitude. Après la première gorgée, s'exclama-t-il de bonheur, c'est délicieux, vraiment délicieux. Cela a un goût si simple, mais cela touche l'âme. Après avoir mangé, le garçon les remercia encore et se présenta. Son nom était Kanata et il se dirigeait vers la ville d'Anne lorsqu'il fut à court de provisions. Il ne savait pas comment les remercier de l'avoir sauvé d'une telle situation difficile. Pour lui, ils étaient ses sauveurs. Roi a minimisé l'importance de l'affaire, et lui et Syl se sont également présentés. À ce moment-là, Kanata remarqua les bêtes entourant Roi. Pourrait-il être ces bêtes invoquées? Roi confirma, et fut fièrement ajouté qu'il était un invocateur. Kanata, surpris, a commenté qu'en tant qu'aventurier. Il avait vu d'autres invocateurs, mais il n'effectuait que des tâches mineures. Je n'en avais jamais vu avec ce niveau. Roi était incroyable. Oui, elle a ri, hochant la tête de satisfaction, parce que c'était elle qui se vantait. Kanata rit aussi, trouvant sa proximité charmante. Je voulais me rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais il n'avait pas d'argent. Roi lui a assuré de ne pas s'inquiéter, qu'il l'avait aidé parce qu'il le voulait. Mais Kanata insista, sortant une petite bouteille de son sac et la lui offrant. C'est un prototype appelé élixir. Dit, Roi fut surpris. L'élixir, la médecine universelle qui guérit toute blessure ou maladie, que signifie prototype? Kanata a expliqué qu'un ami le lui avait offert, il n'en savait pas grand-chose, mais il semblerait qu'il ait été utilisé pour des états altérés et des blessures mineures. Roi n'arrivait pas à y croire. Pour que Kanata ait quelque chose comme ça, qui était-il vraiment?
Kanata regarda le ciel, remarquant qu'il était déjà tard, et dit au revoir, il devait continuer son chemin. Roi se leva, hésitant à le laisser partir, mais Kanata lui sourit. Il avait le sentiment qu'ils allaient se revoir. Il leur dit au revoir. Les deux le regardèrent s'éloigner, intrigués et quelque peu étonnés. Lorsqu'il disparut finalement, Roi dit à Syl qu'il devrait continuer, mais il s'inquiéta en voyant son visage pâle. Syl regardait dans une direction spécifique, disant qu'il pouvait sentir, sans utiliser ses pouvoirs, qu'un point d'invocation était apparu et qu'il était du même rang supérieur que le sien. Roi a demandé où, et Syl a montré le sommet de la montagne, à côté de la cascade. Roi regretta un instant le client de la mission, mais ils décidèrent d'y aller en premier. À leur arrivée, ils furent accueillis par un énorme cristal. Cela signifiait que le test serait beaucoup plus difficile. Il lui demanda s'il était prêt, puisque la taille d'un point d'invocation correspondait au rang de son maître. Roi lui sourit avec confiance. Bien sûr, il était beaucoup plus fort qu'avant. Il toucha le cristal et récita l'incantation pour commencer le test. Une lumière aveuglante l'entourait, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit brûlant, entouré de magma. Devant eux se posa un dragon, les regardant avec fureur pour avoir troublé son repos. Il serait réduit en cendres en guise de punition. Roi tint Syl, qui se transforma en épée, et courut vers le dragon. Il lui a demandé s'il connaissait son point faible. Bien sûr que oui, la gorge, la balance inversée. Roi sursauta et visa son cou, mais le dragon le bloqua avec ses griffes, le jetant au sol comme une météorite tombant. Ça faisait mal, mais ce n'était pas suffisant pour l'arrêter. Le dragon ouvrit la gueule et laissa échapper un souffle de feu. Roi réussit à se cacher derrière un rocher, mais le souffle la fit fondre. C'était mauvais, il a utilisé la technique de creuser et s'est enterré sous terre, ce n'était pas une bonne idée non plus, il faisait trop chaud, toute la situation lui semblait si absurde qu'il a presque ri. Si elle le traitait d'inquiet, était-il devenu fou? Non, ce n'était pas ça. Il pensait juste qu'il était devenu fort, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Je signerai le contrat de toute façon. Je ne perdrai pas. Il était trop têtu pour abandonner. Mais il ne pouvait pas gagner en l'affrontant de front. Il fallait que je réfléchisse. Il ne pouvait pas atteindre le dragon, il était dans les airs. Attends, c'était tout. Il a activé la compétence de manipulation de la vigne et a piégé sa queue. Il a ensuite profité de la retraite pour se relever et remonter son corps vers la tête. Mais bien sûr, le dragon ne resterait pas immobile. Cela l'a secoué et Roi a à peine réussi à tenir le coup. J'avais besoin de le mettre à terre. J'étais désolé, mais je devrais arrêter ses ailes. Il invoqua le roi taupe et la tortue aquatique, les faisant tomber sur chacune des ailes du dragon, provoquant sa chute. Bien, maintenant il pouvait atteindre la balance sur sa gorge. Il balança l'épée du guide et finit par lui trancher le cou. Le dragon n'arrivait pas à y croire. Que lui, de tous les êtres, a été vaincu par un simple humain. C'était le dragon du purgatoire, Yona. Il a averti Roi de ne pas penser que les choses seraient les mêmes qu'avec les autres bêtes divines avant de disparaître et de le ramener dans la forêt. Roi réfléchit à ces paroles. Il voulait dire qu'il n'avait aucune intention de coopérer. S'il ne comprenait pas non plus. Le contrat aurait dû être conclu, mais quelque chose ne semblait pas normal. Roi hocha la tête. Yona était définitivement puissante. Oui, même si le moment le plus effrayant pour Syl a été lorsque Roi a semblé perdre la raison. Roi a répondu qu'il n'avait pas perdu la tête. Quoi qu'il en soit, il devait vérifier leur statut au cas où. Le dragon du purgatoire Yona augmentait non seulement sa force, mais aussi son pouvoir magique et possédait deux capacités. Enchantement du feu et résistance au feu, trop de puissance, Roi a décidé d'essayer l'enchantement du feu tout de suite, mais rien ne s'est passé, il a dit infusé, « Ah, j'ai compris ». Il a demandé à Syl de reprendre sa forme d'épée, et quand il l'a fait, il a réessayé l'incantation. Syl commença à briller et l'avertit de s'éloigner. Quelque chose n'allait pas, la capacité a soudainement explosé. Syl est tombée au sol et Roi a couru vers elle, lui demandant si elle allait bien. Elle fut surprise, mais sous forme d'épée, elle était indemne. Roi soupira de soulagement, mais toujours confus. Cela signifiait-il qu'il ne pouvait pas utiliser ses capacités? Cela n'était jamais arrivé auparavant. Les paroles de Yona pendant le test continuaient de résonner dans son esprit. Quoi qu'il en soit, il devrait lui demander directement, alors Roi l'a convoqué. Une fois que Yona est apparu devant eux, ils se sont tous deux présentés nerveusement avant que Roi ne leur demande finalement s'ils avaient conclu un contrat approprié. Puisque la capacité n'a pas été activée correctement. Yona fronça les sourcils, agacé de devoir lui expliquer quelque chose d'aussi évident. De plus, il portait le nom d'Yona, attribué par le dieu martial de la flamme. Rania, la divinité qui règne sur le feu et recherche la perfection au combat. Roi s'est excusé, mais elle a insisté,
Elle ne pouvait pas reconnaître quelqu'un qui gagnait uniquement grâce au pouvoir emprunté aux autres. Le contrat avait été formé uniquement par les règles du point d'invocation, donc ne pas pouvoir utiliser cette capacité semblait être une punition juste. En l'entendant, s'il ne pouvait pas se contenir et lui demandait pourquoi elle avait dit quelque chose d'aussi cruel, Won remarqua son aura divine et réalisa qu'elle n'était pas humaine. Se pourrait-il qu'ils soient issus du même royaume? S'il la sentait et la présentait, c'était l'épée du guide, la relique divine de la lecture des étoiles, considérée par le dieu forgeron Mergu comme son plus grand chef-d'œuvre. Ce nom, même Yona l'avait déjà entendu. S'il sourit fièrement. Elle connaissait aussi Yona, parce que Mergu lui avait parlé d'elle. C'était la seule bête divine qui avait reçu le pouvoir directement du dieu martial des flammes, Rania. Dans le royaume divin, il l'appelait la sentinelle des flammes, mais avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, Yona leur fouetta la queue, l'avertissant de ne pas s'adresser à elle de manière aussi familière. Il a crié, s'accrochant au bras de Roi, et a demandé à Jonas ce qu'il faisait. Mais Jonas se retourna seulement avec un reniflement. Pourtant, il les regardait en silence, se souvenant des paroles de quelqu'un de son passé. Selon cette personne, les faibles se rassemblent en meute et sont des créatures inférieures, complètement à l'opposé du summum de la maîtrise martiale. Quelle honte! Yona serra les dents, regardant si les rois avec mépris. Il ne s'abaissera jamais au niveau de ceux qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Elle n'avait aucune intention de coopérer, d'utiliser le sort de dissolution ou quoi que ce soit et de la ramener immédiatement dans le royaume divin. Roi, qui la surveillait attentivement. Il pensait que la renvoyer ainsi, avec leur lien toujours rompu, ne serait pas sage, surtout vu son expression précédente. Il lui a donc proposé de rester avec eux un peu plus longtemps. Peut-être qu'il devrait prendre le temps de mieux se comprendre. S'il a accepté, disant qu'il pensait que c'était génial. En tant que sans paix, il lui apprendrait beaucoup de choses sur Roi, par exemple. Cependant, Yona a insisté pour refuser. S'il a juste souri malicieusement, lui disant que de bonnes choses arrivent quand on arrête de faire semblant. Il n'était pas nécessaire d'être aussi têtu tout le temps, et un tel manque de respect pourrait ternir le nom du dieu qui lui avait accordé le pouvoir. Yona renifla, mais il finit par accepter, car il ne pouvait permettre qu'un nom divin soit souillé. Il venait de la manipuler complètement, à 100%. Quoi qu'il en soit, ils ont dû retourner à la mission. Yona a demandé quelle mission, car elle n'avait pas l'intention de gaspiller son pouvoir sur des faibles. Roi était inquiet en remarquant à quel point le sol tremblait à chaque pas qu'elle faisait. Il savait que c'était son idée, mais cela pourrait poser des problèmes. S'il accepta. Maintenant qu'il y pensait, les bêtes divines de haut rang pourraient changer de forme. Contrairement aux reliques divines, elles n'étaient pas de simples reflets des dieux, elles avaient leur propre forme. Il se tourna vers Yona et lui demanda s'il pouvait également prendre forme humaine. Il semblait que Yona ne pouvait pas s'en empêcher, alors elle a accepté de se transformer. Attendez, si c'était la même chose que lorsqu'il avait pris forme humaine, cela signifiait qu'il serait sans vêtements. Roi a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Yona avait déjà pris forme humaine, complètement nue, comme elle le craignait. Roi s'approcha, les yeux fermés et les joues rouges, lui offrant sa cape. Cela l'énervait. Est-ce qu'il insinuait qu'il avait l'air horrible? Ouah, la troisième compétence de Jonas a dû être de créer des arguments à partir de rien. En tout cas, Roi a nié. Je ne la trouvais pas du tout laide. C'était juste une question de normes sociales. Puis il lui plaça lui-même le manteau et s'éloigna. S'il, marchant à côté d'elle, louait sa beauté, même si Yona ne la regardait même pas. Ils ont été un peu distraits. Mais finalement ils ont réussi à s'occuper des crabes bleus comme demandé. Roi, tenant l'épée du guide, courut vers le dernier crabe tandis que Siona le regardait par derrière. Après l'avoir éliminé, S'il est revenu à sa forme humaine. Roi soupira de soulagement. Ils étaient moins nombreux que prévu, ce qui leur a permis d'accomplir la mission avec une relative facilité. Aussi, il semblait que tout fonctionnait bien, à l'exception de la capacité de retour d'information, alors peut-être qu'elle serait activée un jour. Eh bien, il était temps de récupérer les pièces du test d'assujettissement. Yona détourna le regard. Se souvenant à nouveau de la personne de son passé, le 2.0 s'étama, comme s'il s'agissait d'un écho, disant que la force était la seule véritable mesure du courage. Soyez seul. C'était le vrai sens de la beauté. En entendant Roi et Syl l'appeler, elle ouvrit les yeux et se tourna vers eux. Roi proposa de se reposer un peu à l'ombre, puisque tout s'était calmé. Alors qu'il la forçait pratiquement à aider à la collecte. Soudain, un astérisque oltial, une bête dangereuse de classe B, a émergé de l'eau. Si Roi ne s'était pas trompé, c'était leur saison des amours qui expliquait leur agressivité. Les crabes bleus étaient donc descendus par le canal parce que cette chose planait à proximité.
S'il reprit sa forme d'épée et Roi se tint devant le monstre. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Yona s'est avancé, lui a donné un coup de pied au menton et a relâché une bouffée de feu. Elle l'a fait cuire si vite qu'elle a elle-même reniflé avec dédain. C'était la bête dangereuse? S'il vous plaît, c'était juste un lézard. Ils furent tous les deux impressionnés. Elle était incroyable et assez fiable en tant que compagne. Roi était sur le point de le remercier pour son aide, mais Yona l'interrompit, passant devant eux et déclarant qu'il cherchait seulement à devenir plus fort, sans avoir l'intention de se précipiter vers eux. Quel dommage! S'il avait tellement envie de lui parler. Attendez une minute. Roi sentit quelque chose. Il regarda autour de lui pour essayer de trouver la source et demanda à Syl si ça sentait aussi délicieux. Elle tâta et ils regardèrent tous les deux les crabes brûlés. Roi se demandait ce qu'il serait. Quand il entendit un bruit de mastication derrière lui. C'était Syl qui mangeait une pâte de crabe. Oh vraiment? Je mangeais déjà. En l'entendant dire que c'était délicieux, Roi en prit un morceau, doutant que ce soit sans danger. Mais il l'a quand même essayé. Attends, c'était super. Elle a appelé Yona et lui a proposé une jambe, l'encourageant à essayer. Elle fit une grimace dégoûtée, disant que cela ne l'intéressait pas, mais après tant d'insistance, elle céda et mordit. Heureusement, il a adoré. En la voyant apprécier, les deux autres se félicitèrent en signe de triomphe, et Yona les regarda comme s'ils étaient fous. Qu'est-ce qui n'allait pas chez eux, souriant si bêtement, alors qu'elle avait l'air heureuse? Ils décidèrent d'aller manger des fruits de mer plus tard. Le pleurnicheur explosif habituel resta sans voix, pensif pour la première fois. À leur insu, le danger les menaçait. Derrière un arbre, un aventurier chauve les surveillait, sa cible était Roi. Plus tard, après être allés à la guilde, les trois se sont arrêtés dans un magasin pour acheter des vêtements pour Jonas. Grâce aux éloges constants, le petit Cinder finit par rougir, leur demandant de se taire maintenant et de passer à la prochaine mission ou autre. En quittant le magasin, ils tombèrent sur Jude, que Roi reconnut immédiatement. C'était Jude du Sombre Fée, qui avait été un aventurier de rang A. Après avoir perdu son grade, il a disparu de la scène publique. Que faisait-il là? Roi s'est avancé et lui a demandé ce qu'il voulait. Rien de grave, répondit Jude en brandissant son épée. Bien sûr, rien de grave. Heureusement, Roi a réussi à le bloquer à temps. Jude sourit en voyant Roi essayer de résister. Alors c'était ton plan, hein? Mais même avec des statistiques augmentées, il ne pouvait pas le supporter. Roi cessa d'essayer de résister et plongea sur le côté pour l'éviter. Cependant, Jude ne le laissa pas s'échapper, il utilisa la puissance de son épée pour augmenter la gravité autour de lui. Il s'approcha, expliquant que son épée noire amplifiait la gravité dans un rayon fixe, mais uniquement pour tout le monde sauf lui. Il ne pouvait probablement même pas bouger le petit doigt. Yona, qui regardait la scène, sourit avec enthousiasme. Il se précipita en avant et donna un coup de pied à Jude, libérant Roi de la pression. Cela pourrait être plus amusant que ce lézard d'eau, pensa-t-il. Jude s'est préparé à riposter, mais Roi a utilisé la manipulation de la vigne pour repousser Yona. Bien sûr, elle s'est mise en colère. Que diable faisait-il? Elle commençait à s'amuser, et en plus, elle pouvait le vaincre seule. Roi s'excusa, mais il dut l'écouter, cette épée était enchantée et dotée d'effets magiques. Même après avoir reçu son coup de pied, il tressaillit à peine. Il se retenait. Il avait sans doute encore plus de tours dans son sac, il fallait donc être vigilant. À ce moment, Jude réapparut, riant avec mépris. Roi a demandé à Syl si elle voyait des points faibles, mais non, son armure était complètement renforcée, voire enchantée, et Yona a souri, et ça, c'était une création humaine. Je ne perdrai pas contre quelque chose comme ça. Elle inspira profondément et lâcha un souffle de feu sur Jude, qui utilisa le pouvoir de son armure pour refléter l'attaque, la faisant rebondir vers elle. Roi la poussa et prit lui-même le coup, hurlant de douleur. Yona n'arrivait pas à y croire. Il n'avait pas besoin de la protéger. Je pourrais le gérer. Roi n'eut pas le temps d'y penser, il s'excusa simplement. Voyant la puissance du coup, Jude décida qu'il était temps de tout mettre en œuvre et leva son épée. Roi, de son côté, a assuré qu'il allait bien. La blessure n'était pas si profonde, il pouvait la supporter. Yona lui a crié de ne pas dire de bêtises, il n'allait clairement pas bien. Mais Roi l'interrompit, il ne pouvait pas encore perdre, pas tant qu'elle et Syl étaient encore là. Il n'allait pas non plus abandonner. Cela a déclenché un souvenir chez Yona. À ce moment-là, Setama 2.0 lui a demandé s'il avait pitié de l'homme vaincu. Comme c'est pathétique. Cela doit être gravé dans l'âme, les faibles n'ont aucune valeur. Ce type n'aurait sans doute pas eu la moindre empathie pour quelque chose comme ça, et pourtant, son corps bougeait tout seul. Il se tenait devant Roi, bloquant l'épée de Jude qui venait vers lui. Honnêtement, qu'est-ce qu'il faisait?
Que faisait-il réellement? Dans son passé, Setama 2.0 avait ordonné à John de garder la porte de son territoire. Grâce au pouvoir et à la mission qui lui ont été confiés par le dieu de la guerre des flammes, Rania, elle est finalement devenue connue sous le nom de gardienne de la flamme, et ce nom a résonné dans tout le royaume divin. Elle était fière de pouvoir se battre pour lui, mais la seule fois où elle a perdu, c'était comme si tout était tombé à l'eau. Rania revint furieux. Elona n'avait qu'à s'excuser. Rania partit déçue, supposant qu'elle avait fait preuve de miséricorde envers l'ennemi vaincu et retenu ses forces. Comme c'est inutile, vous devriez bien vous en souvenir. Les faibles n'ont aucune valeur. Depuis ce jour, Yona n'a plus jamais voulu perdre. Je ne voulais pas être abandonné. C'est pourquoi il a continué à se battre, et pourtant, comment pourrait-il perdre face à des gens comme eux? En plus de cela, il était distrait par des émotions tellement inutiles. Si ça continue comme ça, ils le jetteront. Je devais le prouver. Il devait lui montrer que sa valeur résidait dans sa force. Oui, elle était forte même seule. C'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce que Roi intervienne pour attaquer à sa place, et Onan ne le comprit pas. Que faisait-il? Il aurait dû rejeter un échec comme elle. Elle devrait abandonner un invocateur sans aucune chance de victoire. Mais en l'entendant dire si fermement qu'il ne voulait pas perdre, avec cette expression déterminée, elle se souvint de la Yona du passé. Il comprenait ce sentiment mieux que quiconque. J'ai fait confiance à ce sentiment. Il y avait une force en lui, une force que même cette puissance ne connaissait pas. J'en étais sûr. Après avoir bloqué l'épée de Jude, Yona a essayé de lui donner un coup de pied. Mais il l'a pressé en utilisant la gravité. L'armure noire qu'il portait repoussait la magie et réduisait considérablement la puissance des attaques physiques. C'était l'équipe parfaite pour jouer avec des insectes sans défense comme eux. Yona se leva, rempli de colère. Elle l'a menacé pour qu'il n'ose pas l'appeler ainsi, elle ou les deux qui étaient derrière elle, parce que cela le dégoûtait. En la voyant, Roi tendit la main à Syl, lui demandant de se transformer en épée et de combattre ensemble. Voyant son état, Syl eut envie de protester. Mais quelque chose lui disait que ses paroles ne lui parviendraient pas, surtout avec cette expression têtue. Finalement, il tendit la main et lui prit la main, se transformant en sa forme d'épée. Yona, de son côté, en avait de plus en plus marre de l'épée de Jude. Il lui a donné un coup de pied dans la main, lui faisant lâcher son épée, bien qu'il ait réussi à attraper sa jambe en l'air. Heureusement, Roi a arrêté Jude juste à temps, mais même la lame de Syl n'a pas pu le couper. Pendant ce temps, Yona descendit au sol et, en profitant, frappa Jude à la tête. Il atterrit derrière Roi, qui lui demanda s'il allait bien. Bien sûr qu'il l'était. Ensuite, ils devraient travailler ensemble et le coincer, ne lui laissant aucune chance de riposter. À ce moment, la voix de Syl parvint à ses oreilles, il avait trouvé son point faible. Juste là où les flammes d'Yona l'avaient touché. C'était son point vulnérable. Juste comme il l'a dit, une fissure est apparue dans l'armure de Jude, même s'il ne semblait pas disposé à reculer. En fait, il veillerait à ce qu'il ne s'en sorte pas vivant. Les deux se regardèrent d'un air entendu et hochèrent la tête avant de se précipiter. Jude était sur le point d'utiliser la gravité pour les écraser à nouveau. Mais Yona l'arrêta d'un coup de pied au visage, suivi de l'attaque de Roi visant le point faible. Cependant, Jude réussit à le bloquer avec son épée. Puis Yona est intervenu et lui a donné un coup de pied dans la poitrine, là où se trouvait la fissure. Se retrouvant coincé, Jude utilisa la gravité pour les arrêter, alors ils reculèrent tous les deux rapidement, hors de portée. Malgré son épuisement, Roi a invoqué la tortue aquatique géante et l'a fait tomber sur Jude, l'écrasant au sol. Après avoir retiré la bête invoquée, Yona est apparu derrière Jude et lui a donné un coup de pied vers Roi, qui a enchanté l'épée de guidage avec les flammes d'Yona et a coupé l'épée de Jude en deux. Il ne pouvait pas y croire. C'était impossible, mais tant qu'il avait l'armure noire, il avait encore une chance de gagner. Ah! Le protagoniste a une armure de complot, donc il gagne. Roi se précipita en avant, frappant le point faible de Jude avec la pointe de son épée et le carbonisant avec les flammes de Yona. Après l'avoir vaincu, Roi chancela avant de s'effondrer au sol, avec Syl et Yona courant pour le soutenir. Pendant ce temps, les hommes de main de Jude l'ont traîné hors de là. À ce moment, Syl se souvint de l'élixir que Kanata leur avait donné et l'utilisa précipitamment pour guérir Roi. Il l'a versé sur ses brûlures et cela a semblé les guérir. Mais il ne s'est toujours pas réveillé. Puis le réceptionniste de la guilde est arrivé accompagné d'un aventurier qui a dû être témoin de la scène et a rapidement appelé à l'aide. Les reconnaissant, il demanda ce qui s'était passé là-bas, mais voyant que Roi était blessé, il ordonna de l'emmener d'abord à la clinique. Je les interrogerai plus tard. Yona a porté Roi et, guidé par Syl, est arrivé à la clinique. Le médecin s'est occupé d'eux et a examiné Roi,
mais il était toujours inconscient, allongé sur le lit. Yona restait là, le regardant dormir. Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. S'il entra dans la pièce, s'assit à côté de lui et lui prit la main, lui assurant que tout irait bien, car Roi était fort. Puis il s'appuya contre elle avec un sourire, répétant que Roi irait bien. Le lendemain, Roi se réveilla enfin. Ils se sentirent tous les deux soulagés. Il était également heureux de les voir en sécurité. Tout en tapotant la tête de Syl, Yona s'est soudainement excusé. C'est parce qu'il a relâché son souffle sans réfléchir, ce qui a provoqué de terribles brûlures. J'aurais dû mieux écouter. Il s'est excusé. Roi lui fit un sourire rassurant. Pour être honnête, c'était lui qui l'avait entraîné à faire des choses inutiles. De plus, c'est grâce à la combinaison de leur puissance et de leur flamme qu'ils ont gagné. Je lui étais vraiment reconnaissant. Yona le regarda comme si elle comprenait soudain quelque chose. Jusqu'à présent, elle s'était battue seule, essayant d'être forte, mais il y avait une limite à cela, et à un moment donné, elle en est venue à reconnaître sa propre faiblesse. C'est pourtant à ce moment-là qu'ils découvrent une force appelée camaraderie. Comme ils l'avaient dit tous les deux, ils avaient besoin de mieux se comprendre. Alors peut-être que ce ne serait pas si mal de rester un peu plus longtemps dans le monde des humains. C'est ce que je pensais. Ils sourirent tous les trois joyeusement et Syl sauta même pour la serrer dans ses bras. Elle était plus que bienvenue et, une fois de plus, Roi avait hâte de continuer à travailler avec elle. S'il ne manqua pas l'occasion de déranger Yona et ils commencèrent tous les deux à se disputer quand soudain quelqu'un frappa à la porte. Elle était réceptionniste du syndicat. Je venais leur donner le sac de Jude. Ils avaient déjà collecté les frais de réparation du village de ce côté-là, et selon les villageois, c'est l'autre groupe qui a attaqué le premier et causé les dégâts. Ainsi, sur décision du maître de guilde, l'argent restant serait utilisé pour couvrir les frais médicaux de Roi. Il l'a remercié et s'est excusé pour la gêne occasionnée. Pendant ce temps, Syl fouillait avec enthousiasme à l'intérieur du sac et trouva un morceau de papier enroulé qui brillait faiblement. Alors qu'il le détachait, une voix se fit entendre, s'excusant de l'attente et l'informant que les préparatifs pour la livraison du produit étaient terminés. Il le livrerait le même après-midi. De retour à la guilde des aventuriers d'Alm, les serviteurs de Jude informèrent Nal qu'il avait perdu contre Roi. Au lieu de s'inquiéter, Nal a explosé de colère et a demandé ce qui était arrivé à la marchandise. Les deux hommes refusèrent de lui répondre. Ils étaient seulement venus pour se dire au revoir. Nal resta seul dans son bureau, tremblant de fureur. Ils étaient tous inutiles. Dire qu'ils avaient perdu le ticket d'échange de la marchandise, après tous les efforts qu'il avait déployés pour gagner aux enchères. Il ne se pouvait pas que ce soit entre les mains de Roi, oui, non, impossible. Si tel était le cas, il serait déjà mort. Nala jeta tous les documents de son bureau et se rongea les ongles de frustration. Je voulais tuer quelqu'un. Il était rongé par le ressentiment. Pourquoi a-t-il dû faire face à tant d'incompétents? Je voulais les tuer. Comment un simple aventurier ose-t-il se moquer de lui? Soudain, il se souvint de quelque chose. Il fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit une flûte en riant. Bien sûr, j'avais ça. Pourquoi s'embêter encore, s'il avait cette flûte? Avec ça, Roi en aurait fini. La prochaine fois qu'ils se rencontreraient serait la dernière. Pendant ce temps, Roi et son groupe continuaient d'inspecter le billet, qui continuait de briller sans arrêt. Les villageois ont déclaré qu'ils n'en savaient rien. Syl a suggéré de le jeter. Mais Yona l'arrêta avant de lui annoncer qu'ils avaient atteint le point d'invocation, ils devraient donc se concentrer. Roi s'est excusé, il était juste curieux. Quoi qu'il en soit, ce serait le dernier point de convocation de la journée. Une fois le test commencé, Roi tenait Syl transformé en épée et se préparait à se battre. Mais il fut surpris lorsqu'un oiseau apparut soudain devant lui, le faisant reculer. Si vite? Ensuite, il ferait aussi tout son possible. Roi utilisa la poudre hypnotique, s'approchant lentement de l'oiseau distrait et l'attrapant. Bête invoquée, assurée. L'oiseau a tenté d'échapper à son emprise. Mais Roi la serra plus fort, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, ils étaient déjà revenus à la réalité, ce qui signifiait que le contrat était terminé. Il vérifia son statut et vit que plusieurs bêtes invoquées avaient été ajoutées à la liste, le sort arbre papillon et sa poussière hypnotique, semblaient aveugler l'ennemi pendant quelques secondes. Le serpent des forêts glouton et sa résistance aux états anormaux ont probablement conféré une résistance au poison et à la paralysie, 2 crabes aquatiques, 2 crapauds d'eau et l'oiseau céleste avec la capacité de voler. Roi était curieux de savoir combien de bêtes invoquées possédaient des capacités, et Yona expliqua que moins de la moitié des bêtes divines en possédaient dans le royaume divin. Et que ceux qui les possédaient apparaissaient rarement au point de convocation. Roi n'arrivait pas à y croire. Les bêtes invoquées étaient-elles volontaires? Pas tout à fait. Par un ancien pacte,
Lorsqu'un point d'invocation de la taille correspondante apparaît, ils doivent entrer dans l'ordre stipulé par le dit pacte. Roi voulait en savoir plus sur cet ancien pacte, mais Jonah ne connaissait pas non plus les détails. Apparemment, c'était une histoire vieille de plusieurs milliers d'années. Plus important encore, n'allait-il pas tester cette compétence? C'est vrai, je devais le faire. Roi a utilisé sa capacité de vol et a commencé à flotter dans les airs. Au début, il se déplaçait maladroitement, ne sachant que faire, mais il se rendit vite compte que s'il bougeait son corps comme s'il nageait dans les airs, il pourrait voler avec facilité. S'il courut après lui, levant les bras, voulant aussi voler. Roi lui prit la main et la porta avec lui, tandis que Yona grimpa sur son dos avant de décoller. Pour s'entraîner, ils décidèrent de rentrer en avion à la périphérie de la ville de Greffe. Dès l'atterrissage, ils commencèrent à marcher vers l'entrée de la ville quand, soudain, un nuage de fumée les enveloppa. Ils regardèrent autour d'eux, confus. Au moment où une charrette s'arrêtait devant eux, le cocher descendit et se présenta comme étant Ilbus. Il était venu livrer la marchandise qu'ils avaient gagnée aux enchères. Roi lui a demandé de quoi il parlait et Ilbus a expliqué qu'il faisait référence au billet d'échange. Vous l'aviez, n'est-ce pas? Roi sortit le papier brillant qu'ils avaient obtenu de Jude, et Ilbus le prit, confirmant que c'était bien celui-là. Il était traité avec une encre spéciale qui permettait de suivre son emplacement afin de pouvoir le livrer n'importe où. Et maintenant, ce qu'ils attendaient, il frappa le chariot avec son bâton et la porte s'ouvrit, révélant un elfe emprisonné. Ilgus ôta la chaîne de son cou et la traîna vers les barreaux pour montrer son visage à son nouveau maître.